Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de David Szegedy, Field CTO France chez Red Hat. I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Bonjour David. Bonjour à vous. J'avais eu un de tes collègues au micro il y a quelques années pour ceux qui nous écoutent. On a discuté à l'époque de Quarkus, un nouveau framework Java. Mais aujourd'hui, on va plutôt reparler d'un sujet qui nous intéresse pas mal, qui est tout ce qui tourne autour de l'open source et du numérique durable. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, David, j'aimerais bien qu'on fasse un petit saut dans le passé. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier projet informatique? Alors, le premier projet informatique, assez bizarrement, aujourd'hui chez Red Hat, je suis Linux open source du sol au plafond. Il y a 20 ans en arrière, mon premier projet, c'était pour ceux qui ont connu, les pauvres, c'était l'ASP, qui était le PHP à l'époque, pour faire l'équivalent d'Apache, mais en environnement Microsoft, avec de l'Active Directory à l'ancienne dans tous les sens. Donc aujourd'hui, on a de l'Azure Service, on fait du clicodrome et tout est simple. Bon, à l'époque, faire de l'équivalent d'Apache Tomcat en 2IS en ASP, c'était un petit peu violent. Moi, j'étais responsable, sortie d'école, de l'authentification. Donc Dieu merci, ce module n'a pas été mis en prod, parce que je pense pas qu'il était super rock solide. Donc ça a été ma première expérience, je dirais, en termes de dev. Et alors ce qui est assez marrant, c'est que ça m'a tout de suite donné l'idée et l'envie d'aller dans l'infra et pas faire de Microsoft. Donc après petit à petit, la vie m'a ramené dans la partie soft, alors par le biais de l'infrastructure, mais... C'est marrant parce que les premiers projets informatiques souvent drivent une carrière, c'est-à-dire la bonne ou mauvaise expérience, ça dirige vers quelque chose. On enchaîne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, te présenter en quelques mots un peu tes passions, tes compétences et un petit peu ton parcours? Alors voilà, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, avec une première expérience de dev heureuse, malheureuse, ou enfin en tout cas particulière, je me suis plutôt remis sur l'infrastructure. Enfin, j'avais un background plutôt réseau historiquement, donc je suis allé faire du réseau de stockage que la plupart des moins de 20 ans qui écoutent le podcast ne connaissent pas, le Fiber Channel. Il y a quelques personnes qui doivent savoir de quoi il s'agit. Parce qu'à l'époque, pour le stockage, c'était compliqué, c'était pas comme aujourd'hui, il y avait pas de cloud, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Ça a amené à me mettre plutôt sur stockage. Le stockage a emmené la virtualisation. Donc j'étais vraiment dans l'entité Dell, VMware. Donc c'était vraiment au tournant, année 2007-2008, où ça devenait un gros boom. Sur la Virtu. Moi, j'ai connu à l'époque où il y avait que du workstation et puis c'était juste pour faire mému sur un coin et en aucun cas on envisageait de faire de la prod en ES6. Ça paraissait improbable. Ça paraissait complètement improbable. Moi, je sais que j'utilisais du workstation dans mes labs et quand on a commencé à me dire, tu vois, on va prendre ça puis on va le mettre en prod. Bon, j'étais un peu circonspect. Bon, il s'avère que ça a eu le succès qu'on connaît. Donc, j'ai fait ça à peu près jusqu'au milieu des années 2010 et vraiment des gros projets de virtualisation. C'était vraiment le P2V de la grande époque. Je suis arrivé un petit peu au bout et je me suis rendu compte à peu près dans les années 2013-2014 que de plus en plus de clients, de plus en plus de projets qui rentraient. C'était vraiment la période du big data. Donc on commençait à avoir toutes les Hadoop, les distribs Hadoop, il y avait les acteurs qui commençaient à se mettre en place. La plupart des projets c'était de l'OSS et je me suis dit peut-être un truc à regarder côté acteur de l'open source. Et c'est là où je suis rentré chez Red Hat pour m'occuper de l'OpenStack. Donc dans la logique IaaS, infrastructure as a service. Et petit à petit, au fil du temps, on est arrivé sur le monde du conteneur. Et l'évolution a fait que dans la structure Red Hat Worldwide EMEA, il n'y avait pas tant de gens que ça qui avaient une vue cross-portfolio, parce que le portfolio chez Red Hat il est un peu touffu, un peu large. Mais historiquement, comme je suis entré en 2016 et j'ai fait tous les produits, mais vraiment du middleware, infra, du sol au plafond, naturellement, quand ils cherchaient des gens pour positionner un peu le storytelling un peu transverse, il y en a pas tant que ça. Il y a, en fait, souvent chez les éditeurs, il y a des gens qui sont très deep dive sur un sujet particulier, et sur les gens transverses, et sur l'IA, ça devient de pire en pire, mais bon, c'est un autre topic. Ouais. Mais des gens qui sont full stack, et c'est un truc qui intéresse quand même les clients, il y en a pas beaucoup, donc c'est comme ça que j'ai pris un peu ce job de Field CTO pour avoir une vision globale, quoi. Alors c'est marrant parce que ce que tu dis, tu vois, sur le workstation et tout ce qui tourne autour de la virtualisation, moi ça m'avait fait le même effet les premières fois où j'ai vu des Docker qu'on utilisait pour développer. On était loin d'imaginer qu'un jour ça serait l'avenir pour mettre des choses en prod. Donc ça me fait un peu le même effet. On va rentrer un petit peu dans deux choses. Tu vas nous préciser ce que c'est qu'un Field CTO. Parce qu'effectivement, on n'a pas forcément la bonne définition. Et deuxièmement, est-ce que tu peux nous présenter Red Hat pour ceux qui connaissent pas l'entreprise, ce qu'elle fait, un petit peu ses missions? Alors bien sûr, donc Field CTO, c'est un job qui est un peu particulier, qui est vraiment lié aux éditeurs logiciels.
en règle générale, que ce soit des éditeurs logiciels européens, français, américains, ils ont un peu tous ce job-là, qui n'a pas grand-chose à voir avec un CTO tel qu'on l'entend ou un DSI dans une entreprise informatique qui gère la stratégie du système d'information et parfois même fait un job de CEO, c'est-à-dire qu'il fait un petit peu aussi la prod, il fait un petit peu la stratégie, un peu les deux. Le job de CTO chez un éditeur, c'est vraiment le fait de dire un éditeur fait des produits, il a une roadmap, il a une team, un product management, des devs, mais le CTO est là pour prendre un peu la température du marché. C'est-à-dire qu'on fait des investissements. Chez Red Hat, on a une incubation qui s'appelle Emerging Tech. En gros, c'est des projets communautaires, des projets upstream, et de voir est-ce qu'ils vont être productisés ou pas, est-ce que ça fait sens ou pas, est-ce que ça intéresse des clients ou est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque. Donc le job de fils de CTO chez Red Hat et chez d'autres éditeurs, c'est ça, c'est vraiment à la fois pousser la bonne parole, la roadmap, des choses qui vont arriver ou ne vont pas arriver, et de voir chez les clients si ça crante et ça fait sens. Alors, ce que fait Red Hat, pour les gens qui connaissent Red Hat que sur la partie Linux, alors Red Hat fait du Linux, hein, évidemment, c'est une distro Linux, alors que je pense les gens plutôt qui sont aujourd'hui à la fac en ingé vont pas toucher trop parce que ils vont plutôt faire de l'Ubuntu ou généralement ou d'autres types de distrib, et c'est normal. Mais il faut savoir que Red Hat, on n'est plus du tout positionné sur la partie desktop post-utilisateur. On est vraiment sur la partie data center, sur la partie serveur d'enterprise, donc tout ce qui fait tourner les gros CRM, les SAP, les Oracle. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse problématique de certification éditeur. Un peu comme ce qui existait côté VMware, c'est je veux déployer une grosse infra Oracle, une grosse infra SAP, il y a certains distros de Linux qui sont certifiés, d'autres pas. Et c'est vraiment le business historique de Red Hat. Donc ça, c'est vraiment un business, je dirais, sur lequel je passe pas trop de temps, parce que c'est un peu, c'est un truc qui tourne un petit peu tout seul, hein. Le business sur lequel on passe du temps, c'est évidemment la partie cloud hybride, donc tout ce qui est containerisation, tout ce qui est autour de Kubernetes. Et je dirais même plus de Kubernetes, mais plutôt de CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, parce que aujourd'hui, chez Red Hat, on considère que Kube, c'est pas de la commodity, mais si on regarde les évolutions sur le projet upstream, les commits, on est plutôt en décroissance, au profit d'autres projets. Donc notre boulot, c'est vraiment de dire, dans CNCF, qu'est-ce qui fait le buzz, sur quoi on contribue en termes de dev ou pas, avec qui on discute en termes de partenaires. Donc ça, c'est vraiment la stratégie aujourd'hui côté Red Hat et notamment sur lequel je suis impliqué. Ok. Juste en quelques chiffres, juste pour qu'on ait la taille, Red Hat, c'est combien de personnes? Alors Red Hat, c'est à peu près. Alors depuis qu'on s'est fait racheter par une grosse compagnie en 3 lettres qui s'appelle IBM. Qui s'appelle IBM. Plus trop de chiffres parce qu'en fait, on a une BU effectivement d'IBM, mais en gros, faut voir qu'il y a à peu près 20 000 personnes. Ce qui est particulier, c'est que il y a à peu près quasiment 12 000, 13 000 qui sont des devs. Alors pas forcément des mecs qui font des pull requests, etc., mais tout l'écosystème, enfin vraiment dev, PM, QA, enfin vraiment tout l'écosystème qui est lié à la partie produit. Donc souvent, en fait, et c'est une partie de mon boulot en tant que CTO, on dit oui, Red Hat, vous êtes méchant, vous gavez sur l'open source. En fait, il faut savoir qu'il y a des projets open source qui n'existent pas s'il n'y a pas d'employés Red Hat en fait qui commit upstream. Et souvent, il y a une confusion qui consiste à dire voilà. Machin, Red Hat il est méchant, Rancher il est méchant, etc. Et la réalité elle est un petit peu différente quand même. Moi alors je vais partager mon avis personnel. Moi Red Hat c'est toujours une boîte et quand j'étais jeune et encore maintenant qui me fait rêver parce qu'effectivement c'est une boîte qui fait de l'open source, qui participe à plein de projets et c'est assez rare d'avoir un éditeur avec autant de développeurs. Généralement un éditeur c'est très peu de développeurs et beaucoup de commerciaux. Je me permets pour les éditeurs, mais Red Hat c'est pas ce modèle-là. En tout cas, c'était pas ce modèle-là historique. Mais c'est vrai ce que tu dis. En fait, si tu regardes les autres sociétés qu'on citera pas, mais bon, que la plupart des connaisseurs reconnaîtront, il y a beaucoup de quand ils parlent de dev, c'est des packagers. En fait, ils font des distros, ils packagent, ils regardent si au niveau package ça passe, les CVE. Donc ils font du packaging, ils font une distro. C'est vrai que nous on est beaucoup plus opinionated, on prend un projet. Alors ça nous a joué des tours parce que parfois on a fait des envolées lyriques ou on a pris un gros projet upstream. Je vais prendre par exemple la partie service mesh où avec Istio on a dit Istio en l'état c'est un peu nul, donc on va faire notre propre projet Mestra, etc. Donc on fait du pseudo fork parce que en fait on fait des projets upstream dont on est le principal contributeur. Et ça il y a eu une vraie prise de conscience pendant le Covid. En fait, on a fait un peu le ménage, on se dit on va arrêter de faire ça. En fait, on va rester dans l'upstream, parfois ça nous plaît pas, parfois on grince un peu les dents, on dit ça va pas assez vite. Mais on s'est rendu compte, et c'est un peu la CNCF qui nous a ouvert les yeux là-dessus, de dire c'est super en fait d'être méga contributeur sur un projet et d'avoir 80 devs, 100 devs Red Hat dessus. Mais s'il n'y a pas d'autres contributeurs, et si les gens l'utilisent pas, en fait on se fait plaisir, mais côté open source, ça avance pas quoi.
Du coup, on va avancer justement, on va discuter de la thématique du jour, c'est comment l'open source peut contribuer au Green IT. Alors, on va essayer de pas faire de greenwashing et de bullshit sur cette partie-là, et je sais que c'est compliqué. Voilà. Et nous-mêmes, des fois, moi, je le dis souvent, mais moi, dans le Green IT, des fois, j'arrive à me greenwasher moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, en voulant faire un truc bien, au bout d'un moment, tu te rends compte, tu dis, mais en fait, non, mais c'est débile, ce que je suis en train de raconter. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut et on essaie de discuter de ça. On va pas mal discuter de l'open source dans un deuxième temps, et puis un petit peu comment tout ça s'entremêle. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous donner, alors peut-être avec tes mots, pour toi, qu'est-ce que c'est le Green IT et le numérique responsable, et c'est quoi les enjeux actuellement? Alors ouais, c'est un vaste sujet, et c'est vrai que c'est très difficile de faire du greenwashing. Nous, on en a fait beaucoup de greenwashing pendant un certain nombre d'années. Et je suis assez content qu'on ait maintenant des éléments tangibles à mettre en avant. En fait, il y a vraiment l'aspect société, un peu corporate, ESG, voilà, bon, on jette les dosettes Nespresso au bon endroit, etc. Toutes ces choses-là qui ne font pas forcément intéresser les auditeurs. Nous, en fait, on a été confrontés à un vrai cas réel côté client. En fait, on a un très gros client américain qui s'appelle Verizon, qui est vraiment l'opérateur mobile de référence. Et eux, ils avaient énormément de bashing, peut-être même plus qu'en Europe, sur le déploiement de la 5G. Donc la 5G c'est mal, ça tue des bébés phoques, etc. Ça consomme trop d'énergie, etc., etc. Et sachant que eux avaient les chiffres et savaient que en fait entre de la 4G et de la 5G, la manière dont ils déployaient en fait les points de distribution, ils avaient des vrais gains d'efficacité, etc. Et que en fait ils cherchaient des moyens de mesurer cette notion de consommation en fait énergétique. Donc en fait on a travaillé avec eux, avec Intel et nous côté kernel Linux pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus que simplement aller sur un système Linux et regarder le pourcentage de CPU stat, ce qu'on fait depuis 30 ans. Est-ce que quand on parle en fait de mesures énergétiques, font 80%, 90% des acteurs, notamment les hyperscalers, de dire voilà, j'ai sur pourcentage CPU, j'ai le pourcentage même, je mets un nombre d'ampères-mètres au cul du serveur, ah oui, bon, ça fait à peu près 300, 400 watts, je fais un ratio. Voilà ma mesure. Et en fait, en travaillant avec des telcos, on s'est rendu compte que c'était super léger. Aujourd'hui, on a du microservice dans tous les sens. On a du function as a service, et c'est pas suffisant de juste faire un ratio, de dire 30% de CPU fois 300 watts. En fait, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Ça, c'était le premier déclencheur. Le deuxième déclencheur, c'est qu'on a beaucoup de clients qui sont en multi-cloud, hyperscaler. Ils sont chez Azure, ils sont chez Google, ils sont chez AWS, et ils ont des problématiques réglementaires. Les banques, pour pas les citer, les banques, ils ont des réglementations type non-financial report, où en gros, je propose un produit d'assurance, il faut que je mette un petit label combien ça consomme. Et donc, les boîtes d'audit ont commencé à regarder et ils ont dit à ces acteurs-là, nous, le problème qu'on a, c'est que sur la même application, une landing zone similaire, je prends par exemple, je suis en France ou je suis en Allemagne, ou des pays avec des mix énergétiques, entre guillemets, relativement classiques, le problème que j'ai, c'est la même appli, j'ai des ratios de 1 à 4 entre les stats que vont me donner Google, que vont me donner Amazon, que vont me donner Azure. Donc moi, en tant qu'auditeur, je dis pas moi en tant qu'auditeur, mais les gens avec qui ils ont bossé, j'ai un petit souci, parce que si jamais on audite ça, je peux pas justifier qu'en fait, que les trois choses qui sont à Stuttgart avec les mêmes applications, le même M-chart, pourquoi j'ai les ratios de 1 à 4. Donc en fait, c'est ces deux axes qui ont fait que les clients sont venus nous voir en disant, là, on a deux soucis. Un problème de granularité de mesure et un problème de fiabilité de mesure. Donc en fait, on a travaillé avec les fabricants de hardware et on a commencé à regarder ce qu'ils avaient côté API au niveau de l'infrastructure. En fait, il faut savoir que quand on regarde un CPU, un Intel, un Xeon, un GPU Nvidia, il y a des tas de compteurs qui sont accessibles par API, que eux, ils utilisent dans leur scheduler, ou pas, parfois. Et on s'est dit, pourquoi pas prendre l'information à la source. Il y a des choses comme la partie RAPL sur la partie CPU Intel. Il y a la CPI sur un serveur physique. En fait, la LIM, elle est gérée quand même de manière assez fine. Donc, des choses dont ils te servent eux-mêmes dans la scheduler. On va prendre ces informations-là, on va les collecter directement à la source. Et on va faire un peu mieux que juste pourcentage CPU stat qu'on a depuis 40 ans. Et donc ça a été la genèse d'un projet qui s'appelle Kepler. Et donc Kepler, c'est ça, c'est prendre les données à la source, les échantillonner et dire, voilà, ce conteneur, ce process, ce PID consomme tant de watts sur cet intervalle de temps. Donc ça a été l'origine qui nous a permis de sortir du greenwashing, de dire, voilà, on fait un max, et on s'est positionné vraiment sur cette histoire de la mesure de manière très précise. D'accord. Alors, du coup, moi, c'est toujours un truc qui m'a intéressé parce que nous, quand on travaille, on est plutôt dans le développement et on est tout en haut de la couche de virtualisation, quoi. Nous, on n'a pas accès à ces données-là. C'est un très bon point.
Donc là, ce que tu dis, c'est que du coup, chez Red Hat, vous avez développé avec Projet Kepler des choses qui permettent de mesurer de manière assez précise de niveau infra, mais du coup, c'est quelque chose qui se met où dans l'infrastructure? Alors j'y arrive. En fait, c'est un bon point ce que tu relèves. C'est la plupart des clients, quand tu leur dis ça, ils disent c'est génial, mais moi je suis sur le cloud et j'ai pas accès au bare metal. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné des modèles de machine learning sur du bare metal par architecture, donc x86, ARM, RISC-V demain, etc. Pour dire bah voilà, sur une infra similaire, sur un Xeon, etc. On sort tel stat en bare metal. Donc un t-shirt size, un Flavor C2 par exemple sur Amazon équivalent, bah, le modèle va régénérer les métriques. Enfin les métriques c'est le time series Prometheus qui va échantillonner. Ouais. Et aujourd'hui, on est vraiment en phase chez les clients, de faire des campagnes à grande échelle, de voir est-ce que nous, ce qu'on a fait sur nos modèles, la manière dont on a entraîné, c'est déconnant. On donne aussi aux clients la possibilité de refaire un retrain, un fine-tuning du modèle sur la base de ses propres stats. Et aujourd'hui, on a des choses assez cohérentes. En tout cas, en x86, c'est assez accurate. Sur la partie ARM, on cherche un petit peu effectivement à faire des campagnes sur tout ce qui est processeur Ampère en bare metal versus des choses qu'on a accès en virtualisation. Et demain, il y aura aussi la partie RISC-V, qui est un vrai sujet. Et donc, en gros, ça te permet, toi, en tant que développeur, de pas te poser la question. C'est-à-dire que tu auras des métriques, tu auras des stats, même si tu n'as pas accès au bare metal, tu auras des choses qui sont relativement plus fines, voire beaucoup plus fines que ce que tu as classiquement avec les mesures habituelles. D'accord. Et du coup, là, le scope, si je comprends bien, c'est de se dire, du coup, ça va nous permettre d'avoir des tables assez facilement utilisables, en disant je prends tel et tel service sur mon clouder et je sais que globalement, c'est ça que ça va consommer. C'est ça. Donc ça, c'est effectivement vu un peu macro. Ce que certains clients commencent à regarder, ils s'en servent comme outil d'aider à la décision en termes de changement d'architecture. On a un gros client qui est en refonte de son gros back-end qui est historiquement en C, son back-end API. S'ils demandent aux développeurs, les développeurs vont dire ouais, on fait tout en Python, ça va bien se passer. Bon, c'est un petit doute quand même par rapport à du C, du CPP bien gaulé. Là, tu passes du C à Python, tu fais x100 voilà, et puis. Ils se disent quand même c'est un peu bizarre. Et ils se disent bon bah en même temps, j'ai pas demandé au gars de le référencer, mais est-ce que je le fais en Golang? Ouais, et une fois qu'on a dit ça, au-delà du gars qui est convaincant dans la salle de réunion à la machine à café, il faut des trucs vraiment pour concrètement dire voilà, on va prendre ce call API, on va le faire en Python. Sur CUDE, on va le faire en Golang. C'est quoi la différence? Donc ça, c'est vraiment en termes de phase gating des choses qu'ils regardent. Et ensuite, il y a la partie archi qu'on évoquait tout à l'heure, x86. C'est marrant ce que tu dis parce que nous, avec nos petits moyens, on a fait un espèce de petit article de recherche qu'on a publié il y a de ça un an ou deux. On a fait exactement ce que tu dis là. C'est-à-dire qu'en tant que développeur, on voulait se poser la question. Donc on a pris un serveur, on a mis un wattmet, donc vraiment la version de base, et on a développé la même API dans 10 langages différents et on a mesuré. Et effectivement, comme tu le dis, la différence entre un C++, un Rust, un Go et un Python, elle est stratosphérique. Ah oui, c'est horrible. Ouais. Donc j'imagine que quand tu fais des trucs à l'échelle, ça doit être encore pire. Bah c'est encore pire, d'autant que Python c'est le langage of choice pour l'AI. PyTorch, tout ça, et donc on a un peu obligé. Et moi je le comprends toujours pas. Hein. Je sais que je suis un vieux, mais je comprends toujours pas pourquoi. Oui, après, ouais, moi si on m'écoutait, moi je serais toujours en C++, mais bon après il faut que les choses évoluent un peu, mais c'est vrai que ça pose un vrai souci. Et tous les clients ne se posent pas forcément cette question-là. Moi, j'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec des aficionados du low-code ou du no-code qui sont des années-lumière, parce que oui, faire du drag and drop, bon, faut pas trop regarder ce qu'il y a derrière. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, il faut tout pour faire un monde. C'est-à-dire que c'est des besoins qui existent, c'est des besoins qui doivent être couverts. Et nous, on peut pas dire, bah voilà, c'est ça le best of breed et tout le reste, ça n'a pas. Donc, il faut quand même qu'on apporte des solutions, des outils de mesure pour que le client se dise, bon, ok, c'est un peu la cata. Mais globalement, par rapport à ce que je fais, ça reste dans une enveloppe qui est raisonnable, notamment dans tout ce qui est modernisation Java. Aujourd'hui, on a ces débats, est-ce que je pars sur Spring, est-ce que je refais tout en Node.js, est-ce que je fais du Quarkus, natif, pas natif, compilé, pas compilé, etc. Bah, au-delà de la conviction du développeur, c'est bien d'avoir un outil des métriques agnostique qui dit, bah voilà, tu fais ça, super, tu te fais plaisir, mais ça consomme 4 fois plus. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est vu comme un outil de mesure côté soft. Et côté infra, comme je le disais, les mêmes clients qui refont des refontes de back-end, ils font du move to cloud. Et quand ils font du move to cloud massif sur Azure, ils se disent, bah, je prends des instances avec du Xeon, ou je fais prendre l'instance avec de l'ARM, parce que j'ai fait du multi-arch. De toute façon, j'ai bu dans le multi-arch, mais ça marche aussi bien. Ça consomme quoi? Parce que les gars d'ARM vont me dire, ça fait papa maman, ça consomme 10 fois moins, mais est-ce que je peux le mesurer moi-même? Est-ce que je peux avoir mes propres stats?
Et donc ça, c'est vraiment chez les gros, enfin les clients de taille assez importante, c'est vraiment les problématiques qu'il y a. Et moi, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, historiquement, les clients, ils payaient la facture d'électricité quand ils avaient leur data center, donc ils avaient un retour réel. Aujourd'hui, quand on est sur un clouder, on n'a aucune idée, en fait. Et, parce qu'en fait, ils te donnent pas ce qu'ils ont envie de te donner. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est venu par des clients qui ont des problèmes des problèmes de riches, on va dire. En fait, ils ont des très, très gros environnements. Je parle de cluster cube. Quand ils déploient un cluster cube, c'est 400 nodes, 400 workers pour commencer. Et donc, en fait, ils arrivent sur des landing zones, des AZ où ils ont un problème, où le hyperscaler dit, oh là, attention, préviens-moi un petit peu à l'avance. Et ils vont dire, bah non, je te préviens pas à l'avance parce que justement, je paye de l'élasticité. Je vais faire du scale-up automatique. Donc, c'est un peu antinomique avec le modèle de cloud. Et donc, en fait, ils commencent à ouvrir des discussions avec les hyperscalers qui vont leur dire, ah, attention, là, je suis au taquet, j'ai un problème de densité, en fait, énergétique, par rack. Et donc, je peux te garantir d'avoir tant de nœuds. Et donc, les clients se disent, bon, bah, je vais gérer le problème différemment, c'est que je vais avoir une meilleure densité par nœud, donc je vais avoir plus de pods, je vais avoir plus de workload, mais ça va avoir un impact sur la partie énergie aussi. Et donc, ils réfléchissent. Alors, c'est pas tous les clients qui ont ces problématiques ultra massives, mais ça a un bénéfice pour les autres clients aussi derrière, quoi. Mais ça, c'est un truc que tu dis qui est très intéressant, parce que même sur des clients qui ont pas dans lesquels on a des Kubernetes qui sont pas gigantesques, en fait, si tu réserves pas tes ressources sur le clouder, en fait, c'est pas la promesse de dire c'est infini, tu peux. Le jour où t'en as besoin, elle est pas si vraie en fait. Elle est pas si vraie en tout cas. En fait, faut avoir en tête que, alors je parle sur les AZ plutôt en Europe, parce que les États-Unis c'est un autre souci, mais sur les AZ en Europe, quelques dizaines de nœuds, ça peut mettre. On parle pas de 100 nœuds quoi. On parle d'un scale, on a besoin de 20 nœuds, 30 nœuds one shot. Ça peut nous mettre dans des situations de difficulté parce que les ressources sont pas là quoi. On va essayer d'avancer un petit peu parce que je trouve ça passionnant ces sujets-là, c'est des sujets qui m'intéressent. Je voudrais rentrer un petit peu dans l'open source. Déjà, est-ce que tu peux nous redéfinir ce qui est l'open source et ce qui est l'open source chez Red Hat pour qu'on soit bien au clair là-dessus. Et puis après, un peu les solutions que vous mettrez en place, mais dans un deuxième temps. Alors l'open source, ça dépend à qui on pose la question. Ça peut avoir plusieurs définitions. Une définition qui est communément admise, c'est quand même que le code source est accessible. Un maximum qu'on voit effectivement ce qu'il y a en termes de code, en termes de langage, qu'on soit potentiellement en capacité de recompiler sur la base des sources le même logiciel. Donc un éditeur qui fasse de l'open source payant ou pas payant, ça reste un fondamental. Après les subtilités, mais j'épargnerai ça aux auditeurs, c'est toutes les licences qui existent en open source. Est-ce qu'on en a page V2, est-ce qu'on a GPL? Nous historiquement en fait on a été en GPL V2 pendant très très longtemps. On voit qu'il y a un gros move plus permissif pour tout un tas de raisons sur Apache V2, mais qui est plus lié au fait que toutes les startups c'est plus facile en fait depuis Apache V2 de passer en open core ou c'est en open core pour ceux qui voilà, il y a l'open source où vraiment on peut payer le code, on paye un support, mais il y a l'équivalent ISO à 100% en termes de fonctionnalité, là où sur l'open core en fait on va avoir des features qui sont pas open source. On reste en fait dans un mode open source, mais voilà, bon, un exemple, faut pas le citer, c'est HashiCorp, les choix qui sont faits notamment sur Terraform, de dire, vous voulez l'aiguille, vous voulez le truc qui fait papa-maman, il n'y a pas de projet upstream qui existe ou qui vous permet de recompiler l'aiguille, voilà, par exemple. Et donc, nous, c'est vrai que côté Red Hat, on a toujours cette philosophie d'avoir une distrib qui est entièrement ISO, alors qui est upstream, donc qui évolue en permanence, donc elle n'a pas forcément le même lifecycle. Donc, le positionnement Red Hat, il change pas. C'est vrai il y a de moins en moins qui sont dans ce mode-là. Ça peut poser des soucis parce que effectivement en tant qu'éditeur, nous parfois on a des clients qui nous disent le produit gratuit fait exactement pareil, j'ai pas besoin de support, j'ai des gens qui sont skillés. C'est qu'en Ansible beaucoup. Si on regarde la base installée Ansible aujourd'hui worldwide payante versus free, il y a beaucoup plus de clients qui font du gratuit. Ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que nous on fait pas la distinction. C'est-à-dire que en fait on sait pas faire d'upstream. On sait pas faire de downstream, on sait pas faire de enterprise si on n'a pas l'ISO l'entièreté équivalente. Donc voilà, c'était une réponse un peu longue à une question courte, mais la définition de l'open source, il y a plus d'open source washing que de greenwashing, parce que quand voilà, le mieux c'est quand Amazon dit voilà, je fais de l'open source, ou Broadcom, ou VMware, je fais de l'open source. Oui, vous avez un Git Lab Server en interne quelque part, vous avez fait un clone d'un repo, ça j'en ai pas. Ouais. Mais c'est pas la même chose de pouler. Ça permet de regarder ce qu'il y a dedans, mais tu peux rien faire. Voilà, mais c'est pas exposé à l'extérieur. C'est ça. La définition, elle est assez vraiment stricte chez Red Hat. Non, mais elle est hyper compliquée parce que là, déjà, alors l'open source effectivement c'est pas clair, mais alors les licences, franchement c'est encore pire, et puis ils en sortent souvent quoi.
Donc aujourd'hui, effectivement, ouais, ça se tourne pas mal autour de la page V2 pour des raisons d'investissement, pour des raisons de start-up, de roundtable, de la capacité de se permettre à dégager des features. C'est plus permissif en fait. La page est plus permissive que la GPL. Donc par défaut, on était en GPL et tous les nouveaux produits AI notamment, quand on sort des foundation models, on a sorti Granite, etc., on les met en page V2 parce que tout le marché le fait. Donc en fait, pour pas créer d'incompréhension, on pense sur la même sens que le marché, quoi. Justement, on va rentrer dans le dur du sujet. Est-ce que l'open source est une solution pour avoir un SI ou un numérique plus responsable et plus durable? Alors c'est en tout cas c'est jugé comme tel par les clients, notamment en Europe, notamment par l'Union européenne, notamment par l'ANSSI, toujours dans cette problématique de transparence et de réversibilité, de dire bon bah voilà, à un moment donné je bosse avec un acteur sur le payant, je peux retrouver le même type de techno de mon côté, et aussi je pense que l'intérêt côté open source c'est que ça agrège un certain nombre d'acteurs qui vont pouvoir mettre en place, on l'a vu sur l'aspect souveraineté, on l'a vu sur l'aspect green, c'est-à-dire on va dire aujourd'hui il y a rien, par exemple le gros débat aujourd'hui c'est de faire un ranking sur les modèles. De dire effectivement Mistral 7B c'est génial, mais c'est quoi comme un frigo? Est-ce qu'il est A, B, C, D, E ou F? Ça, quand on est un Microsoft, un Azure, on peut dire bah voilà ma réglementation et c'est ma réglementation et c'est mon ranking Microsoft. C'est mieux côté open source parce qu'en fait il y a plein de gens qui se mettent autour de la table, qui se gueulent dessus, qui sont pas d'accord, qui rentrent, qui sortent, mais c'est un effet vertueux qui consiste à dire bah voilà le standard, voilà les métadonnées qu'on va associer à un modèle qui vont mettre un ranking en termes de consommation énergétique. Et ça, à mon sens, alors je suis un peu biaisé parce que je suis Red Hat, mais par rapport à des sociétés qui vont dire bah voilà c'est comme ça et c'est pas autrement, ou voilà mes stats en tant qu'hyperscaler, ça permet d'aller vers un modèle qui est plus transparent, notamment pour la particule. Moi je trouve ça intéressant ce que tu dis. Je veux revenir sur un point, c'est parce qu'en fait quand on parle de numérique responsable ou de numérique durable, et du coup ça va faire le lien avec l'open source, c'est que en fait souvent on a tendance à avoir cette idée de il faut que ça soit optimisé, que ça soit performant. Mais en fait, on oublie que, par exemple, faire un logiciel et de le redévelopper dans 6 mois ou de devoir le développer dans 10 ans là-dessus, c'est en fait si on fait l'analyse en cycle de vie complet, bah en fait le fait que du coup on puisse exploiter la même archi logicielle ou le même processeur pendant plus longtemps, ça écrase le bilan de consommation de manière conséquente. Ah bah complètement, parce qu'en fait après si on rentre vraiment dans la partie empreinte carbone footprint, il y a la partie scope 1, scope 2, scope 3. Donc en fait, il y a des niveaux de subtilité. En fait, en IT, en vérité, on a un impact vraiment sur le scope 2, qui est la consommation électrique un peu de ce qu'on fait tourner sur les serveurs. Mais il y a ce que tu dis, effectivement, il y a ce qu'il y a en scope 3, donc en effet périphérique, c'est j'ai eu besoin de 300 développeurs qui sont venus sur mon data center, sur mon site à Vélizy, ils ont pris leur bagnole, etc. Enfin, ça, quand on fait vraiment une empreinte globale, c'est pris en compte. C'est-à-dire que et les auditeurs prennent ça en compte. Donc, en fait, on est vraiment dans un mode un peu comme avec les mobiles, en disant bah oui, effectivement, changer son iPhone ou son Samsung tous les ans, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus vertueux. Ou en fait, c'est l'aspect ESG et l'aspect économique. Et aujourd'hui, on voit même des clients qui font du rapatriement de workload, qui font du refurbish de serveurs, qui disent bah c'est pas grave en fait mon serveur il est plus en maintenance mais j'ai des pièces. Donc ça c'est un environnement qui est moins critique. Donc je vais déployer effectivement des environnements de dev ou de qualif sur des serveurs qui seraient partis entre guillemets à la benne, à la casse. On voit ça vraiment dans des grands groupes même parce que ça coche les deux cases. Ça coche la case environnementale et puis il y a un aspect économique, on va pas se mentir. C'est-à-dire que le compelling event économique fait que les gens se posent vraiment cette question-là. Alors qu'avant c'était le plus vite, plus fort, le plus rapide, le best of breed. Ça reste le cas en AI notamment, mais moins sur et puis je veux dire, je pense que pour la majorité des gens qui nous écoutent, on a quand même vécu la loi de Moore où en fait les problèmes on en avait rien à faire. On savait que dans 18 mois on changeait de serveur et puis c'était la basique. Mémoire pareil, c'est pourquoi désavouer la mémoire, pourquoi faire des process plus voilà. On s'en foutait. Moi j'ai vécu dans un monde où effectivement le Python c'est parfaitement logique par rapport à ça. C'est que on voulait la plus grande expressivité à la ligne de code. On n'en avait rien à beurrer de ce que ça faisait derrière. Mais je pense que moi personnellement on est à un point d'inflexion où on va retourner un petit peu à la réalité et puis les modèles d'IA c'est pareil, ça consomme tellement qu'il va falloir revenir un petit peu au réel et ça c'est un vrai sujet. Alors je pense qu'on l'abordera peut-être un petit peu plus tard, mais c'est les clients commencent à se poser cette question-là, de dire effectivement faire du full Python avec 300 H200
pour faire de l'inférence de chatbot. Est-ce que c'est ce qui est le plus optimal? On ne sait pas. On a un petit peu la réponse à la question, mais c'est vraiment, voilà, il y a vraiment des prises de conscience. Des fois, ça me fait rire parce que des fois, effectivement, moi j'ai ce débat chez des clients, genre ils ont un bon back-end en Java qui tournait bien depuis 20 ans et ils disent on va tout redévelopper en serverless en Python. En fait, quand tu prends 2 minutes de temps pour faire un calcul sur un papier, tu te rends compte que c'est une aberration absolue, quoi. Après, il y a une autre problématique aussi qui est pas forcément liée au sujet du jour, mais quand même un peu, c'est que en fait, ce qui drive beaucoup chez les clients, c'est le problème des compétences. En fait, c'est plus facile à un moment donné. Le marché des développeurs. En fait, c'est ce qui s'est passé avec le mainframe. C'est que si on regarde le rationnel, le mainframe, c'est ce qui est le plus efficace, même encore aujourd'hui. Clairement. COBOL, c'est clair. Mais trouver des personnes qui sont compétentes, qui savent faire du change, du build, du run, en fait, et c'est ça qui drive aussi. Et comme on trouve des développeurs qui vont plus aller vers le Python, qui vont plus aller vers du Spring, etc., c'est ça qui drive aussi les problématiques de modernisation. C'est clair. Allez, moi je voudrais rentrer chez Red Hat. On parlait code, pipeline, infra. C'est quoi les solutions que vous proposez et qui peuvent avoir un impact sur tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent? Alors les solutions qu'on propose, alors nous on fait de l'application platform et des environnements de développement pour les devs, et on fait aussi un petit peu de runtime. Il faut savoir que nous on est pas mal dans l'écosystème Java. On se sert de ces runtime, notamment Quarkus, qui est le Java moderne, pour certains de nos produits. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui ont forcément, à un moment de leur vie, fait du SSO avec du Keycloak, soit en tant qu'utilisateur, soit en tant que dev. Keycloak, peu de gens le savent, mais un main contributeur, c'est Red Hat. Et la next gen de Keycloak qu'on fait, c'est sur base de Quarkus. Donc nous, on se sert. Nous, c'est vraiment notre runtime pour nos produits. C'est-à-dire quand on fait des produits qui sont pas du kernel ou qui sont pas de la plateforme ou du cube, nos produits orientés dev, c'est sur cet écosystème-là. Et donc, alors Quarkus, peut-être oui. pour ceux qui connaissent pas. Alors je vais utiliser avec mes mots, tu me corrigeras, mais c'est l'équivalent de Spring. C'est vraiment, vous avez l'intégralité de tout ce qu'il vous faut pour développer votre API en Java, mais avec la particularité de que c'est fait nativement pour être compilé en natif. C'est ça. Donc la compilation native, c'est pas du tout clair pour tout le monde parce que effectivement pour des gens qui sont pas très techniques, c'est pas clair. En fait, Java, c'est un langage qui est donc de manière générale semi-interprété, donc c'est semi-compilé puis interprété par la JVM, donc le runtime. Et Quarkus, l'objectif, c'est de compiler ce Java en code natif qui puisse directement être exécuté sans passer par la JVM. Tout à fait. En fait, l'objectif, la genèse de ça, c'est que c'est vraiment les environnements cube microservices. C'est avoir une JVM qui met 15 minutes à démarrer dans un pod, dans un conteneur. C'est un petit peu anti-dynamique. Donc, il y a une demande de la part des clients. En fait, c'était le moyen de remettre Java sur devant de la scène cube avec une consommation mémoire et un boot time qui est compétitif par rapport au runtime moderne. Donc, c'était ça la genèse de Quarkus. Donc, nous, on utilise ça vraiment dans l'ensemble de nos gammes. Et un des critères, ça a été justement de regarder, est-ce qu'on consomme vraiment moins? On consomme moins de mémoire, donc on sait mécaniquement c'est vertueux. Mais est-ce que globalement, par rapport à une JVM équivalente, par un code Java équivalent, quels sont les gains? Donc nous, ça a aussi été une manière avec les outils de mesure que je citais tout à l'heure, donc la sonde, l'agent Kepler qui regarde le power monitoring. Donc ça, c'est concrètement ce qu'on fait côté runtime. Après, il y a des choses qui sont un petit peu plus indirectes, mais qui sont vraiment liées à l'élasticité. C'est-à-dire, c'est les outils qui vont permettre de faire du scale-up, du scale-down au sein des plateformes. Alors, ce qui se passe, qu'on voit côté client, c'est que maintenant il y a des clients qui sur leur software factory cherchent à faire du fast-get, comme on l'a dit tout à l'heure, de dire par exemple je vais builder un code, je vais builder une image, je vais le faire tourner dans un namespace, je vais faire un test, je vais mesurer et je vais éventuellement faire du rollback. C'est-à-dire j'ai introduit une phase de fast-get dans le pipeline qui va dire j'ai compilé, enfin j'ai buildé un artefact, mais ça consomme 4 fois plus que ce qui était prévu. Donc je retourne au développeur dans le pipeline et je lui dis là il y a un souci, on le merger. Et est-ce que du coup sur Quarkus t'as des chiffres, parce qu'il y a 2 ans en arrière, moi quand on a discuté avec vous, c'était un peu le début, c'est-à-dire il y avait quand même des applications de production, mais c'était quand même un peu le début. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des vrais chiffres qui disent allez, compilation native Quarkus c'est 10-20% de consommation en moins? C'est à peu près, c'est effectivement ces ordres de grandeur là, ces ordres de grandeur là qu'on constate chez les clients. Alors après il y a pas dans le monde Java il y a pas de règle universelle, mais si le Java d'origine n'était pas trop catastrophique, parce qu'en fait effectivement il y a certaines situations où le code Java est de telle manière à ce qu'on peut pas faire on doit rester en point in time, on peut pas faire de la précompilation. Enfin bon, je vais pas rentrer dans tout ce qui est introspection et tout ce genre de choses. Il y a des cas particuliers dans lesquels Quarkus est pas adapté, et puis Spring Native non plus d'ailleurs. Et là, c'est pas des sweet spots. Mais quand c'est bien fait, quand il y a eu vraiment, ils ont suivi un peu le mouvement Java, on a ce type de gain
Et surtout, on a le boot time. Enfin, ce que les clients regardent surtout, c'est le boot time qui l'emporte. Et après, l'aspect consommation, évidemment, en memory qui est et du coup, alors question, parce que nous, c'est vrai qu'historiquement, on fait énormément de Spring Boot, parce que comme toute la communauté Java. Clients, c'est pas. Ouais, voilà. Nous, on a testé plusieurs fois Quarkus et compagnie, on trouve ça très bien, mais du coup, il y a 2 ans, enfin, quand on a RSS, ça nous paraissait pas production ready, au sens où il manquait des librairies, il manquait un certain nombre de choses. Là, effectivement, aujourd'hui, tu peux regarder droit dans les yeux un client et tu dis, OK, tu prends ton projet Spring Boot, on va le migrer en Nous, on le fait, c'est-à-dire que quand on a des mandats pour faire des projets de modernisation, évidemment, plutôt pousser Quarkus. Alors après, Spring a un footprint, une community, enfin, on ne boxe pas dans la même catégorie. Mais nous, on l'envisage suffisamment solide, pour qu'il y ait des clients qui fassent de la prod de SSO sur des dizaines de millions de users, le Red Hat build of Keycloak, qui est la dernière release, c'est sur du Quarkus, et des clients qui tournent en prod sur des infras qui sont quand même assez violentes. C'est costaud. Donc nous, vraiment, il y a 2 langages. Nous, on a vraiment, alors Python pour des raisons historiques, et puis notamment l'écosystème Ansible, mais Golang et Quarkus Java, c'est vraiment nos 2 runtime qu'on doit faire les soft, of choice qu'on utilise. Ok. Passons pipeline, tout ce qui est DevOps. Alors moi, j'ai l'habitude de dire que maintenant, pour livrer une application, il faut faire fondre un iceberg. Et ce que je trouve que c'est un peu ça le DevOps aujourd'hui, c'est que ça fait n'importe quoi. Avant, on copiait un fichier, maintenant on compile, on poule des Docker dans tous les sens. Est-ce que là-dessus, vous avez des choses qui permettent de faire un peu mieux? Oui, on a des choses qui permettent de faire un peu mieux. La seule, je dirais, particularité dont on s'est rendu compte, c'est qu'au début, on était vraiment en mode, on va révolutionner le pipeline, on va jeter Git, on va jeter Jenkins, faire du Tekton. Donc nous, on s'applique ça à nous-mêmes, c'est-à-dire que notre propre chaîne de CI/CD, elle est basée Tekton. Mais maintenant, on est beaucoup. Alors Tekton, moi je connais pas, c'est quoi? Alors Tekton, en fait, on fait du serverless, c'est-à-dire à chaque fois qu'on fait une task de CI ou de CD, on va reposer sur Knative en fait, et donc on va avoir des notions de task. Et c'est vraiment cloud native, c'est vraiment best of breed. Mais comme souvent dans l'IT, c'est pas parce que c'est best of breed que c'est adopté, parce que le ticket d'entrée en termes de complexité, en fait, on fait des custom resources. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des tasks, au lieu de faire du Druid, du Jenkins, etc., il faut quand même avoir un minimum de skill cube, faire une custom resource Tekton. D'accord. Donc c'est pas à la portée de forcément quelqu'un qui fait du Jenkins ou même du GitLab en mode classique. Nous, on l'utilise, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait pas imposer ça aux clients. Donc on est passé dans un mode beaucoup plus modulaire. Et aujourd'hui, on a vraiment un axe plutôt DevSecOps. Donc on va vraiment apporter de la valeur sur tout ce qui est signature d'artefacts, donc tout ce qui est Cosign, Sigstore, Autorino. Ça, c'est vraiment notre sujet en ce moment, le Trusted Software Pipeline, de dire on va garantir de bout en bout que l'image qui est buildée jusqu'au déploiement, en passant par l'admission controller, l'open policy agent. Donc on a vraiment fait un shift en fait. On s'est dit on va pas aller refaire, on va pas remplacer GitLab, on va pas remplacer Jenkins, etc. Nous, on en a besoin parce qu'on a besoin d'une solution autoportée de bout en bout, sans dépendre d'un tiers. Mais pour autant, il y a des solutions intéressantes. Il y a des clients qui font que la partie Cosign, Sigstore pour les images, pour les artefacts. Il y a des clients qui font que la partie scan real-time. On a l'équivalent on a une solution de sécu aussi dans le pipeline qui ressemble un peu à Sysdig, Aquasec, etc. qui permet. Donc en fait, on a tous les éléments de la chaîne, mais on propose aux clients de faire du pick and choose maintenant de manière un peu plus souple. C'est vrai que nous, la majorité des clients ils sont sur du GitLab ou des choses de cet esprit-là, et c'est simple, quoi. Tu démarres avec 3 lignes de code et t'as une pipeline, quoi. Complètement. Alors maintenant, les gros clients, beaucoup, ce qu'on fait, c'est que ils emmènent leur toolchain sur Cube, et notamment sur OpenShift. Donc on a des très gros clients qui emmènent des toolchains à 10 000, 20 000, 30 000 devs, avec du Jenkins, avec de l'Artifactory, avec du GitLab sur OpenShift en prod. Est-ce que tu peux, juste parce que nous avec Nathan on connaît, mais OpenShift, pour ceux qui OpenShift, si je descends... Pour moi, ça a été nébuleux pendant de nombreuses années. OpenShift, en fait, si on enlève toute la partie, si on enlève la console graphique, c'est la distrib cube de Red Hat. C'est la distrib cube de Red Hat. La petite particularité par rapport à toutes les autres distrib cubes, c'est qu'on impose l'operating system. Et en fait, on a un operating system immutable qui fait que quand on fait une montée de version, en fait, nous, on distingue pas la montée de version du kernel sous-jacent du Linux et du cube qui est au-dessus. Pour nous, c'est une appliance. Donc, c'est ça la grosse différence. C'est ce qui fait qu'aussi, les clients peuvent faire des montées de prod en cube sur des très gros environnements sans être avec la goutte de sueur. Alors, ils sont avec la goutte de sueur, mais ça se passe bien généralement. Mais aujourd'hui, voilà, on fait des mises en prod en live sur des clusters 300, 400 nœuds. On sait que ça va prendre 12 heures, on sait que ça peut prendre 24 heures suivant les drains qu'on doit. Bon, il y a toujours des contraintes, hein. Mais
ça a été ça le game changer pour Red Hat. Ça a été, les clients sont venus chez nous parce que du cube, il y en avait du sol au plafond. Mais soit ils étaient sur du cube, je dirais sur des hyperscalers, et puis ils se levaient un matin, ils regardaient la caisse ou le caisse et ils disaient l'API, la version d'API cube a changé de données, c'est bien dommage. Donc ça c'était là. Moi, à titre personnel, ça me donne envie de mourir toutes ces montées de version. Voilà. Et là on est monté, les clients sont dans un mode en disant voilà ma version de cube, jusqu'où vous pouvez nous supporter en fait en mode éditeur. Et donc aujourd'hui on peut avoir une version de cube en prod sur 36 mois chez Red Hat avec du backport, avec du patch. Avec de la version du passage in place de majeur à majeur. Et en fait, c'est ça que les clients payent chez Red Hat. Alors, il y a une GUI, il y a plein d'outils. C'est un peu réducteur ce que je dis, mais beaucoup de clients. Non, mais le cœur du système, c'est ça, quoi. Au cœur du système, c'est ça. Après, il y a plein de trucs dans OpenShift. On pourrait passer des heures dessus, mais au final, c'est la distrib cube enterprise comme RHEL. Si tu veux un truc qui est rock solide, sur lequel je peux faire de la prod de manière sereine. Et si mes 4 TP cubes que j'avais embauchés en sortie d'Epita sont partis dans une autre boîte, c'est pas grave, j'en trouvé d'autres qui ont... Ça tourne. Ça va tourner, il y a d'autres qui ont fait un montée de version. C'est ça, les clients payent Red Hat pour ça. Pour être honnête. Oui, c'est la confiance. Ouais, c'est ça. Et si on avance un petit peu, est-ce que tu peux nous expliquer comment on ferait pour mesurer l'impact environnemental de son SI? Oui. On a parlé un peu de mesurer des ressources. Oui. Par contre, si on parle à l'échelle du SI, c'est quoi les bonnes pratiques? Qu'est-ce que vous recommandez chez Red Hat? Alors nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'avoir des personnes identifiées au sein de la structure. Alors c'est le cas au sein des très grands groupes. Maintenant, il y a des Chief Sustainability Officer ou des Chief Data Officer qui ont aussi cette casquette-là et qui ont cette problématique de gérer au niveau ESG, responsabilité sociale, environnementale au niveau du groupe. Mon conseil, parce que c'est à peu près 2 ans et demi à avoir pas mal échangé sur ces sujets, c'est de se faire assister. C'est vraiment un métier. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de Scope 1. Scope 1, en gros, c'est le carbone qu'on génère soi-même. Donc la plupart des boîtes ne génèrent pas eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas des machines diesel dans le... Quoique, il peut y avoir aussi des onduleurs ou des batteries, mais ils produisent pas, ils consomment pas de pétrole en real time. Donc ça, c'est le Scope 1. Le Scope 2, c'est vraiment le truc de l'IT qui nous concerne, c'est qu'est-ce qu'on consomme en électricité. Et Scope 3, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les gens qui sont sur le site de Guyancourt, qui sont allés au McDo de Vélizy en bagnole en aller-retour, et c'est dans leur forfait de dépenses journalières, ça fait partie du Scope 3. On se rend compte, c'est hyper complexe. Donc en fait, il faut vraiment s'appuyer sur des partenaires, des sociétés qui sont dépositaires du référentiel carbone, parce qu'encore une fois, le mix énergétique en France, c'est pas celui de l'Allemagne, c'est pas celui de l'Espagne, etc. Donc en fait, c'est quelque chose qui est hyper complexe. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation des clients éventuellement avec ces partenaires-là. On fait aussi des projets de data science et de ML uniquement sur ça, c'est de dire j'ai des workloads qui sont sur des AZ aux États-Unis, en Asie, etc. Voilà mon référentiel carbone, voilà ma consommation en watts. Tout ça, nous on le fournit avec les outils. Comment je corrèle tout ça, au moins pour mon Scope 2. Donc il n'y a pas de réponse magique, mais en fait il faut prendre connaissance du problème. Ensuite, si on se fait assister d'une société tierce, on aura un bel audit, un beau document, etc. Soit ça nous suffit en tant que société par rapport à l'ESG, soit on veut aller plus loin pour des raisons d'optimisation. Et c'est là que, si on remet sa casquette IT, il faudra aller creuser côté Scope 2 avec des outils, avec des acteurs importants. Tu vois, nous, à titre personnel, on l'a fait pour nous, le Scope 1, le Scope 2, et en fait, on s'est rendu compte de plein de choses, et essentiellement parce qu'on hébergeait des trucs en Irlande et en Allemagne, parce qu'on en avait rien à faire et qu'on était en mode, on démarre à l'ancienne. Et en fait, c'est vrai que ne serait-ce que prendre connaissance d'avoir une photographie, ça te fait prendre des décisions. Prise de conscience. On se dit, effectivement, je pensais pas que c'était autant. Enfin, souvent, les clients se disent, je pensais pas que c'était des ratios aussi importants, aussi différents de pays à pays. Ne serait-ce qu'en déplaçant des workloads d'Allemagne en France, vous avez des gains. Entre du charbon pour faire tourner le data center et la centrale nucléaire, c'est sûr que l'empreinte est pas la même. Et pourtant, c'est juste un clic droit sur l'interface du cloud. Mais c'est vrai. Ok, on continue. Alors maintenant, moi j'avais l'impression qu'on était dans une bonne démarche depuis quelques années. Les clients étaient sensibles, on commençait à faire des choses, on commençait à couper les serveurs, on commençait à retravailler intelligemment. Puis, le pavé dans la mare, il arrive. Et là, on est reparti en mode rien à foutre. Il faut avoir son modèle le plus rapidement possible et puis l'interroger dans n'importe quel système. On revient un petit peu. Moi, ça me fait penser tout à l'heure. T'as parlé de big data. C'est exactement. On est là, on dit, on sait pas quoi faire de la technologie, mais on va l'utiliser. Mais on va la faire. Et là, j'ai l'impression que, quand tu regardes, alors moi, tu auras sûrement des chiffres plus précis que nous, mais c'est 20 fois, 30 fois plus, on consomme plus d'énergie pour faire une requête IA par rapport à une requête habituelle. Est-ce qu'on n'est pas en train de tout foutre par terre, ce qu'on avait imaginé?
et que en fait finalement c'est business as usual. Alors c'est business as usual, c'est vrai ce que tu dis, c'est vraiment une réalité. En fait, c'est ce qui a failli se passer avec la crypto et qui, Dieu merci, n'est pas arrivé parce que côté use case enterprise, ça a jamais vraiment cranté. Là, on est vraiment dans le dur, comme à l'époque de la crypto, c'est puissance brute de fonte. Après, je serais un peu plus pondéré au sens où maintenant, effectivement, c'est une attente sur la plupart des utilisateurs finaux d'avoir des assistants, d'avoir des chatbots, d'avoir des interactions qui reposent sur l'IA. IA générative, alors on va pas rentrer dans un cours d'IA, oui, bien sûr. Le prédictif qu'on fait en data science, en analytique depuis des années. Ouais, mais là on va plutôt parler génératif parce que voilà. Effectivement c'est le. Donc c'est le génératif qui drive cette discussion-là. Donc en fait il y a plusieurs catégories de clients. Il y a les très gros clients, notamment dans tout ce qui est finance, etc., qui ont justement une surface financière conséquente qui leur permet d'investir. Donc là on est vraiment dans mode course à l'armement, où il y a vraiment la notion il n'y a pas assez de GPU sur le marché, donc c'est vraiment devenu un avantage stratégique. Donc on fait de la GPU farm avant d'avoir du use case, ce qui peut créer quelques petits soucis parce que les modèles évoluent hyper rapidement et il y a un jeu des constructeurs qui fait que évidemment sur le GPU qui vient de sortir, le dernier Mistral, le dernier Claude, etc. tourne évidemment 10 fois mieux sur le GPU. Mais encore une fois, les clients qui font ces investissements-là commencent à comprendre que va falloir distinguer la partie entraînement, la partie tuning, la partie alignement, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire en amont de la partie inférence, qui va être l'utilisation du modèle. Et même là où il y a du surarmement, il y a cette prise de conscience qui consiste à dire, oui, clairement, pour l'entraînement, si je veux faire effectivement, alors, modulo le use case du RAG, qui consiste en fait à associer à un modèle généraliste un jeu de données spécifique. Et là, même alors, Rad, tu peux peut-être réexpliciter pour ceux qui connaissent pas. Donc, le Retrieval Augmented Generation, c'est je prends un modèle généraliste qui fait, par exemple, un chatbot. Je vais lui demander la météo, etc. Et je vais l'associer, par exemple, ma knowledge base ou la documentation de mon produit dans une base de données vector in-memory. Et donc là, je vais du coup consommer énormément. C'est-à-dire pour fournir des réponses hyper spécifiques en RAG, comme j'ai un modèle généraliste, là, je peux faire de l'inférence, je consomme pas beaucoup. Mais le RAG va me faire consommer beaucoup. Donc c'est pour ça que je disais que modulo ce use case où je combine un modèle généraliste avec un modèle spécialisé, où là je vais consommer pareil dans les deux cas quand on entraîne en utilisation. Les clients se disent peut-être que je vais essayer d'entraîner, de tuner, d'aligner mon modèle au maximum, de l'emmener jusqu'à l'utilisation, jusqu'à l'inférence. Et là je vais me retrouver dans une situation où peut-être que le faire sur un CPU, peut-être que le faire sur un ARM, ou peut-être le faire sur des GPU. Qui sont pas forcément chez Nvidia, qui sont peut-être moins coûteux, moins consommateurs. Ça, c'est une vraie prise de conscience qui est drivée soit pour des raisons de coût, soit beaucoup par l'industrie, parce que le gros sujet, c'est l'inférence à the edge. Donc, quand on a une carte Qualcomm, quand on a une carte Qualcomm avec un ARM dans un drone, dans un hélico, etc., on n'a pas la puissance de feu, on n'a pas l'électricité, donc il faut trouver un juste milieu. Et ce qui me laisse un peu d'espoir par rapport à la course à l'armement, c'est que les gens qui sont vraiment sur ces projets-là avec lesquels on travaille, parce qu'ils ont ces contraintes-là sur l'inférence et notamment sur le edge, distinguent bien les deux use cases. Donc, on va se retrouver, à mon avis, sur des clients qui ont la puissance de feu financière et les data centers, etc. Il faut continuer à acheter les GPU parce que c'est un avantage compétitif. Les clients qui vont faire que de l'hyperscaler et les clients entre deux qui vont se dire mais bon, finalement j'ai juste besoin de faire un chatbot parce que je vends des chaudières, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 300 serveurs avec des H200? Donc il y a aussi cette prise de conscience qui va arriver, quoi. Moi mon avis personnel c'est que ça va se régler par l'argent. Oui. En fait le problème de fond c'est que aujourd'hui aucune entreprise est vraiment prêt à payer, en tout cas les utilisateurs finaux sont prêts à payer des prix supplémentaires super chers pour pouvoir avoir des chatbots dans tous les coins, quoi. Donc ça, à mon avis, ça va se régler par le côté financier. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que le marché, quand il va se maturer, va arriver plutôt sur la monétisation des modèles. C'est des modèles, on l'a dit tout à l'heure, j'ai un modèle qui est plutôt orienté technique, j'ai un modèle qui est plutôt orienté médical, open source ou pas open source, vertueux, pas vertueux, biaisé, pas biaisé. Donc il y aura plutôt de la monétisation de modèles, et les sociétés ou les développeurs qui peuvent faire leur propre modèle et garder la main, ça sera évidemment les très grands groupes, les très gros industriels, mais le tout venant, entre guillemets, consommera ces modèles-là, ce qui pose un problème parce qu'aujourd'hui c'est possible en SaaS. Je peux très bien faire l'OpenAI et utiliser mes tokens pour ChatGPT, mais c'est un peu boîte noire. Donc il y a une vraie demande du marché sur des modèles open source qui peuvent tuner un petit peu eux-mêmes
qui consomment pas énormément. Donc effectivement, quand on regarde ce que fait Mistral, quand on regarde ce qu'on fait nous un petit peu aussi côté IBM parce que du coup, alors ça c'est un sujet qui m'intéresse. Chez Red Hat, vous avez des choses côté IA qui sont produits, enfin qui sont utilisables. Ouais, tout à fait. On va annoncer dans les semaines, mois qui viennent. Donc là, on est en septembre. Pour ceux qui écouteront plus tard dans le temps le podcast, donc en septembre 2024. Donc si fin 2024, on aura un LLM assez efficace. Qui se situe en termes de bench à peu près dans les ranges d'un Mistral, à paramètres équivalents, donc la SFB, les 10B, enfin, pas en fait design, c'est à peu près équivalent. C'est un modèle qui s'appelle Granite, qui vient d'IBM. En fait, c'est le modèle de Watson, c'est le LLM de Watson, qui est open source. Le fameux Watson. Mais du coup, ça permet de bénéficier du boulot qui est fait par IBM et du lab. Ils ont quand même énormément de chercheurs dans pas mal de facs dans le monde. Ils ont un lab sur lequel ils investissent beaucoup. Et donc Granite, c'est la version open source Apache V2 du LLM de IBM / Red Hat, et donc qui est utilisable complètement en mode OSS et qui est utilisable avec un support. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser ce modèle-là pour faire votre chatbot et qu'il insulte Madame Michu qui a tapé sur le prompt et que vous voulez quelqu'un qui vous aide dans cette société, vous pouvez payer du support chez Red Hat. C'est-à-dire qu'on couvre l'aspect technique, mais on couvre aussi le liability, c'est important, sur l'usage qui est fait du LLM. Et après, on passera à la conclusion, mais moi, j'ai une dernière question. Est-ce que tu penses que sur cette partie IA et compagnie, est-ce qu'on est à un plafond? C'est-à-dire, est-ce que globalement, on a fait 90% de ce qu'ils sont capables de faire avec ces modèles-là, ou est-ce qu'on est qu'au début? Parce qu'en fait, moi, j'ai du mal à me faire un avis, de me dire où est-ce qu'on en est parce que c'est extrêmement prometteur, mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on n'est pas finalement presque à un plafond? C'est-à-dire, ils vont s'améliorer évidemment, mais est-ce qu'on n'est pas, on va pas faire 2 fois mieux vraiment dans les 10 prochaines années? Je pense qu'on est qu'au début de ce qu'on voit, mais après ça va laisser beaucoup d'acteurs sur le carreau, parce que aujourd'hui, avant, quand on parlait d'une grosse GPU farm chez un hyperscaler, on parlait de 10 000 GPU. 10 000 GPU aujourd'hui, c'est ce qu'achètent les banques en Europe. Elles se font, en fait, les banques en Europe se font les GPU farm des hyperscalers il y a quelques années, sauf que les hyperscalers, eux, ils sont passés à 40 000, 50 000. Donc en fait, ça va laisser, il y aura le commun des mortels qui se contentera de modèles soit open source, soit des modèles commerciaux, mais il y aura vraiment une fuite en avant de par la puissance de feu, de par les acteurs, soit des États, soit des acteurs économiques privés, qui auront les capacités à en continuer à entraîner ces modèles, à monter en puissance par rapport en termes de paramètres, à avoir les meilleurs data scientists, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui différencie l'efficacité des modèles, c'est vraiment ce qu'on ne voit pas, c'est le secret de sauce qu'on voit, qui n'est pas diffusé, et d'ailleurs ça pose souci par rapport à l'open source, parce que quand effectivement un OpenAI va dire voilà le modèle prêt à l'emploi, on ne sait pas comment le modèle a été entraîné, on ne sait pas sur quel dataset, on ne sait pas comment ils ont paramétré le tuning, on ne sait pas comment ils ont fait l'alignement. Mais du coup, là ce que je entends, par exemple, on revient sur Granite, vous allez mettre ça en open source, tout l'entraînement? D'accord. Donc on saura un peu les paramètres qui ont été et on mettra même à disposition comment dirais-je, alors pas sur le tuning mais sur l'alignement. Alors on n'a pas forcément le temps de rentrer dans un cours tuning alignement, mais un projet qui s'appelle InstructLab, qui là est purement open source, que vous pouvez mettre sur votre laptop. Et en gros, vous faites un JSON avec 5 questions, 5 réponses. Ça va régénérer un dataset qui va permettre de refaire leur alignement. Donc en fait, ça va aussi permettre d'abaisser aussi le ticket d'entrée. Pour un client qui veut utiliser un LLM, il a un jeu de données, juste fichier plein, CSV ou un JSON, il peut se servir de ça pour aller réaligner le modèle sans avoir 10 000 GPU, etc. Et ça va même plus loin, parce que si vous considérez que votre dataset il est vraiment génial, il révolutionne le monde connu, vous pouvez faire une pull request sur le projet InstructLab, et si c'est mergé chez nous, il y aura un alt build. Et sur le cloud, en fait, la prochaine release de Granite, ça incorporera, si vous le souhaitez, votre dataset. D'accord. Donc ça veut dire, je prends un exemple parce que juste pour qu'on bien comprenne, c'est-à-dire que par exemple nous on a défini une centaine de lignes de règles de code. Qu'est-ce que c'est qu'un bon projet? On pourrait le réaligner sur ce que nous on considérait être du bon code, et après le balancer. Si vous pensez que c'est vraiment pertinent et que les mainteneurs InstructLab qui eux vont merger l'APR, le pull request, trouvent que c'est génial aussi, et la prochaine build, ce sera incorporé, c'est-à-dire que le prochain Granite par défaut incorporera vos data. Donc un peu à la mode, en fait, peut-être un parallèle qui est pas là, mais à la mode Wikipédia, c'est-à-dire en fait chacun peut participer à dire voilà la base de connaissances, comment je peux l'enrichir. C'est exactement ça. Et quand on a sorti en fait InstructLab avant l'été, c'était les exemples, c'était qui a gagné les Oscars, etc. Enfin c'était n'importe quoi, qui faisait des submissions en fait sur les JSON de n'importe quel jeu de données.
intéressant. Alors après, ça passe par un step sur les billets, etc. Évidemment. Après, ça reste, pas de mettre n'importe quoi dedans, mais. Non, mais c'est intéressant de se dire qu'on peut contribuer à. Et vous, du coup, vous avez juste à faire un PR et tout ce qui est puissance de calcul, enfin les GPU qui permettront de refaire le train pour le Granite, c'est pris en charge par Red Hat. C'est-à-dire vous, j'avais juste à faire une pull request et à attendre qu'elle soit mergée et vous n'avez pas à fournir la puissance de calcul pour qu'elle passe upstream, quoi. Royal. Voilà. Le temps avance, il faut qu'on passe à la conclusion. Peut-être qu'on se fera un autre épisode un peu plus acté pour aller plus en détail. Ça allait vite, on est déjà pas loin d'une heure. Moi, j'ai toujours une question que j'aime bien poser, c'est est-ce que David, tu as encore un rêve de technologie ou un rêve de projet? Est-ce qu'il y a encore des choses? Alors, les gens qui t'écoutent, ils ne te voient pas, mais je veux dire, tu n'as plus 20 ans. Mais est-ce que après toutes ces années dans la technologie, tu as encore un rêve? Moi, le rêve que j'ai, mais je sais pas si je le verrai, c'est vraiment côté quantum computing, de voir l'usage dans la vraie vie. Parce que bon, on fait partie du groupe IBM, donc j'ai eu la chance de voir un certain nombre de choses, d'aller dans les labs, etc. On a des labs à Zurich. Quand on voit effectivement ce sur quoi ils travaillent, le potentiel, je sais pas si le dev classique, on parle effectivement du runtime, est-ce qu'il aura la chance dans les 10-20 ans qui viennent de vraiment utiliser cette techno, soit par le biais de Call API, de l'incorporer, parce que ça change tellement la manière dont on fait l'algorithmie, ça change tellement la manière dont on manipule les jeux de données. Pour moi, c'est même plus impactant que l'IA sur la manière dont l'informatique est conçue. C'est plus binaire, de toute façon. Je vais pas faire un cours sur le quantum, mais moi, j'aimerais bien, effectivement, pour les 25 ans qui me restent, voir ça dans la vraie vie, chez des clients, et pas uniquement dans des labs ou pas uniquement dans des salles de marché chez Morgan Stanley ou pour faire du high frequency trading, quoi. Ouais, on était au salon We Are Developer à Berlin, là, il y a où d'ailleurs Red Hat était, mais ils faisaient toujours, chaque année, ils font une petite démo de ce qu'ils peuvent faire, mais c'est pas encore production ready, loin. On est très très loin. On peut le simuler, mais moi, c'est vrai que ça serait rigolo de voir ça avant la fin de notre carrière. Mais je pense que c'est le time range, effectivement, c'est 10-20 ans, ça arrivera, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses dont on a besoin pour un certain nombre et puis pour l'IA aussi à terme, on en aura besoin. Sachant que pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a toujours ce fantasme de dire on va avoir un ordinateur quantique, ça ne résout pas les mêmes catégories de problèmes. Non. Donc ça va pas faire du lieu et place de ce qu'on a, ça va faire autre chose. En fait, c'est comme le GPU. Ce sera, faudra voir ça comme un copro spécifique qui résoudra certains problèmes, mais qui devra toujours être combiné à l'informatique traditionnelle. Avec l'informatique. Ne serait-ce que pour les entrées-sorties, telles qu'on la connaît, quoi. Classique. Avant de te quitter, moi j'aime bien poser une question. Je vais te donner 4 termes. Est-ce que tu peux me donner avec tes propres mots une de tes définitions par rapport à ces 4 termes? Alors les 4 termes que je donne tout le temps, c'est une bonne technologie. C'est quoi une bonne technologie? Une bonne technologie. Ou est-ce que c'est quoi? Tu veux choisir une bonne technologie? Non, pour moi une bonne technologie, sans la citer, c'est une technologie qui est utilisée. Parce que j'ai trop vu dans ma carrière des technologies extraordinaires qui n'étaient pas utilisées, qui disparaissaient. Tu parles de la blockchain? La blockchain, non, ou même dans on peut parler des écrans plasma à l'époque, il y a des technologies qui sont au top du top, mais il n'y a pas l'adoption, il n'y a pas le marché. Donc il faut vraiment la combinatoire entre une super techno et des gens qui l'utilisent, sinon au final c'est pas une bonne techno. Ouais. Moi en tant qu'ingénieur, il y a plein de technos qui m'ont fait rêver, que je trouvais les meilleures technos qui n'ont jamais émergé. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'usage, il n'y avait pas de communauté, il n'y avait pas de truc. Avant de te quitter, David, est-ce que tu peux donner un conseil à nos auditeurs sur ton expérience, sur ce que tu veux? Alors, le conseil que je donnerais, c'est que il faut quand même rester dans le courant. Ça évolue énormément quand on reste dans l'IT et quand on est passionné un petit peu, plus ou moins. Mais d'essayer de garder un peu cette vision transverse en IT. Je parlais du full stack tout à l'heure. Pour moi, c'est important parce que je le vois au quotidien, que ce soit chez les clients, que ce soit chez les éditeurs. Il y a un peu une tendance à faire de l'hyper-spécialisation, et on le voit dans l'IA. D'ailleurs, il y a effectivement quelqu'un qui est spécialisé vraiment sur le LLM, sur un runtime particulier, mais à côté de ça, quand on va lui demander de configurer une IP, il va être un petit peu en PLS. Et c'est difficile, et ça demande beaucoup de travail, mais je pense que les gens qui seront successful en IT demain, c'est des gens qui peuvent être bons, rester subject matter expert sur certains sujets, mais garder en vue effectivement cet aspect full stack. Pour moi, c'est différenciant. Alors, je prêche pour ma paroisse parce que c'est un peu la manière dont j'ai bossé. Mais je vois qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à s'hyper spécialiser au détriment de la vision IT, un petit peu globale. Et moi, je poussoie 1000 fois à ce que tu dis. Moi, je peux plus entendre des gens qui ont 25 ans et qui me disent qu'ils sont développeurs Java back-end et qui ne font que ça. Parce que je veux dire, l'informatique, c'est
c'est 1000 technologies. Pour faire un projet, c'est 1000 technologies, et si t'as pas la vision d'ensemble, bah tu seras toujours et pas deep dive. Voilà, il y a plein de blog posts, il y a plein de contenus qui sont même assez faciles d'accès. On rentre pas dans la technique, mais au moins on a une vision, on a une notion comprendre les concepts. Comprendre les concepts, ouais, complètement. Ouais, comprendre les concepts. David, merci. Merci à vous. Et puis je me permettrai dans la description de ce podcast de mettre ton lien LinkedIn si tu le permets. Et puis peut-être quelques liens. Moi, il y a 2-3 projets que j'ai trouvé très intéressants là pour les gens qui veulent en savoir plus. Parfait.